Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comptabilité, plus précisément de la production d'un document comptable appelé le bilan. Le module qui va suivre suppose que vous avez parcouru le module précédent sur le compte de résultats. Mais d'abord, quelques rappels sur l'importance de la comptabilité. Vous pouvez avoir la meilleure équipe de vente du monde. Vous pouvez avoir les meilleures opérations du monde. Cependant, vous ne pourriez pas progresser ne connaissant pas l'état actuel de vos affaires. Vous ne pourriez pas vous développer. La mission principale de la comptabilité est donc d'aider l'entrepreneur à connaître l'état de ses affaires à un instant donné. La raison principale pour laquelle un entrepreneur devrait connaître l'état de ses affaires est de pouvoir le communiquer à toutes les parties impliquées dans son commerce. Par conséquent, la communication commerciale est la mission secondaire de la comptabilité. La comptabilité financière est importante parce qu'elle est le seul langage de communication entre l'entreprise et son environnement extérieur. Par conséquent, les états comptables financiers ont une très forte influence sur les décisions que les parties externes prennent sur une entreprise. Les décideurs externes s'attendent à trois principaux types d'informations financières comptables de la part d'une entreprise. L'état actuel du capital économique de l'entreprise, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Deuxièmement, la rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise fait-elle des profits ou des pertes. Et enfin, la position en trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de l'entreprise. Parlons maintenant du bilan. Le bilan est utilisé principalement pour fournir un état ponctuel du capital économique d'une entreprise. En d'autres termes, la richesse de l'entreprise. La richesse de l'entreprise, à l'instar de la richesse des individus, est mesurée à travers ce que l'entreprise possède. Ce que les entreprises possèdent a été acquis grâce à des fonds recueillis auprès des propriétaires, capital social ou des banques, prêts bancaires. Ce que l'entreprise possède a été acquis grâce à des fonds recueillis auprès de ses propriétaires, c'est-à-dire le capital social, ou des banques, c'est-à-dire les emprunts bancaires. Un bilan est un tableau de colonnes ayant d'un côté ce que l'entreprise possède et de l'autre ce que l'entreprise doit. Ce que l'entreprise possède est généralement appelé les actifs de l'entreprise. Les actifs peuvent être de n'importe quelle nature, d'un bien immobilier à une machine, aux matières premières, aux liquidités présentes en trésorerie, au solde du compte bancaire. Les actifs peuvent être courants ou fixes. Les actifs courants sont des actifs à court terme, c'est-à-dire des actifs avec une durée de vie inférieure à 1 an, tandis que les actifs fixes sont des actifs à long terme, c'est-à-dire ayant une durée de vie supérieure ou égale à 1 an. Cependant, la nature des actifs peut devenir très complexe, surtout lorsque l'activité de l'entreprise est globale et s'étend sur des domaines variés. Prenons par exemple le cas des prêts hypothécaires. Une hypothèque ou une obligation hypothécaire se définit comme une dette à long terme comportant une revendication contre une propriété spécifique des débiteurs. Les banques qui accordent des prêts hypothécaires à leurs clients débiteurs peuvent considérer ces prêts comme des actifs. Ces actifs hypothécaires deviennent des marchandises pour les banques
qui pourraient alors être vendues comme n'importe quelle autre marchandise aux investisseurs sous forme de paquets appelés titres. Avant la crise financière de 2008, la réalité était que les titres basés sur les hypothèques TBH étaient loin d'être sans danger. Les hypothèques sur les maisons étaient délivrées sur la propriété de la maison achetée. Toutefois, lorsque les clients échouèrent massivement dans le remboursement de leur hypothèque sur la maison, l'offre du marché du logement devint saturée et donc les prix des logements dégringolèrent rapidement, causant ainsi la chute de la valeur des titres hypothécaires. Il est donc très important lors de l'évaluation des actifs d'utiliser une définition générale de ce que est un actif. Selon la définition théorique d'un actif, une ressource d'une entreprise est considérée comme un actif si seulement si la ressource est sous le contrôle de l'entreprise et possède une forte probabilité de générer un flux financier positif entrant dans l'avenir. La capacité d'un actif à générer des entrées en trésorerie est appelée la liquidité de l'actif. Dans un bilan, les actifs sont classés en fonction de leur liquidité, les actifs les plus liquides aux actifs les moins liquides. Prenons une parenthèse pour parler en profondeur de la crise financière de 2008. Vous serez peut-être surpris, mais la plus grande crise financière du début du XXIe siècle est venue d'une hypothèse en comptabilité simple. La valeur du logement et la valeur du terrain ne peuvent qu'augmenter avec le temps. Compte tenu de cette hypothèse, l'option avant 2008, les institutions financières américaines créèrent des produits financiers complexes et finalement aboutirent à un effondrement financier. L'un des produits financiers les plus populaires avant 2008 étaient les TBH, titres basés sur des hypothèques. Les produits TBH sont le résultat de la titrisation. La titrisation est le processus de transformation des emprunts hypothèques en actifs mercantiles qui peuvent ensuite être vendus en toute sécurité aux investisseurs avec une garantie contre le défaut de paiement. Au début, la titrisation aux États-Unis était la seule responsabilité du gouvernement à travers des entreprises parrainées telles que Fannie Mae et Freddie Mac. Cependant, suite à la déréglementation Greenspan de 2000 des marchés financiers, les banques d'investissement pénétrèrent le marché des TBH et modifièrent les règles du jeu. Les banques d'investissement, pas disposées à fournir des garanties sur les titres vendus, décidèrent de subdiviser les TBH émis en petits morceaux ou tranches. Ensuite, des tranches de TBH d'origine diverse, avec aucune ou presque pas de corrélation statistique, étaient regroupées dans des véhicules financiers appelés OAC, obligations adossées à des créances. Les banques estiment que l'absence de corrélation entre les tranches réduirait le risque du véhicule financier. En outre, pour créer une confiance complète des investisseurs, les banques d'investissement commencèrent à délivrer des ODP, options de défaut de paiement, lesquelles servaient de police d'assurance. Dans la pratique, un investisseur achetait un OAC, un morceau d'hypothèque et un nombre correspondant d'ODP pour couvrir le risque lié à l'investissement. Entre 1997 et 2008, on estime que les entreprises parrainées et les banques d'investissement avaient émis jusqu'à 40 000 milliards de dollars de TBH dans les États-Unis. Peu après le début de la crise financière de 2008, la plupart des entreprises parrainées aux États-Unis et les plus grandes banques d'investissement furent proches de la faillite et durent être secourus à l'aide de fonds publics. Un scénario semblable s'est produit en Europe. Au jour d'aujourd'hui, on estime que seulement la moitié des pertes générées par la crise de 2008 a été absorbée
par les économies du monde. Maintenant que nous avons souligné l'importance de la définition des actifs, revenons en comptabilité. Ce qu'une entreprise doit au tiers s'appelle les passifs de l'entreprise. Les passifs peuvent être de nature diverse, d'un crédit envers un fournisseur, aux taxes impayées, aux prêts bancaires, court ou à long terme, au capital social de l'entreprise. Le capital de l'entreprise peut également être vu comme un passif. C'est de l'argent que l'entreprise doit à ses propriétaires. Un passif peut être courant ou à long terme. Les passifs courants sont des dettes à court terme. En d'autres termes, des passifs avec une échéance durée de vie de moins de 1 an, tandis que les passifs à long terme ont une durée de vie à long terme, autrement dit, des passifs dont l'échéance est supérieure ou égale à 1 an. Cependant, les passifs, tout comme les actifs, peuvent aussi devenir très complexes. Supposons que vous fassiez louer un de vos bâtiments et que vous possédiez et receviez régulièrement le loyer à l'avance des locataires. Enregistreriez-vous le loyer payé d'avance comme un passif ou pas? Le service, la location, vous le devez à vos locataires. Cependant, enregistrer ou non le loyer payé d'avance comme une obligation dépend uniquement des termes du contrat de location. Si dans le contrat de location, il a été clairement indiqué que les loyers non consommés sont remboursables, alors le loyer payé d'avance est un passif. Tandis que si le contrat stipule que le loyer payé d'avance n'est pas remboursable, alors le loyer payé d'avance n'est pas un passif. Les passifs sont présentés dans un bilan selon la maturité ou l'urgence de l'obligation sous-jacente. Les passifs courants ont un délai de maturité inférieur à 1 an. Ils sont donc placés en haut de la liste des passifs. Les passifs à long terme ont un délai de maturité supérieur ou égal à 1 an. Ils sont donc placés juste après les passifs courants. Enfin, le capital social constitué par les propriétaires possède une durée de maturité infinie, car il n'est, en grande partie, pas destiné à être remboursé. Il est donc placé en dernier dans la liste des passifs. Parlons un peu de la production du bilan. Le processus de production d'un bilan peut être décrit comme suit. Premièrement, partant de la balance intermédiaire, extraire tous les comptes concernant les deux catégories, actifs et passifs. Deuxièmement, disposer des comptes actifs sous la colonne des actifs et les comptes passifs sous la colonne des passifs. Notez que la production d'un bilan est beaucoup plus facile lorsqu'elle est faite après la production du compte de résultat, car la balance du journal aura le compte de capital mis à jour du fait de l'activité de l'entreprise. Comme avec le compte de résultat, le bilan dans les documents de communication commerciale d'une entreprise n'est pas habituellement présenté sous forme de tableau, mais dans une disposition plus lisible. La disposition dans laquelle les bilans sont présentés dépend du lectorat prévu, investisseurs, services des impôts, gestion interne, etc. Par exemple, aux États-Unis, la plupart des entreprises utilisent pour présenter leur bilan du rapport annuel une disposition à une colonne. En conclusion, le bilan sert à donner une photo du patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Le patrimoine étant à la fois ce que l'on possède et ce que l'on doit. Ce que l'on possède s'appelle actif, tandis que ce que l'on doit s'appelle passif. Merci.